Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode d'interview. Je te propose une conversation avec Émilie du compte Instagram et YouTube Millipat. Avec Émilie, on balaye largement le sujet de ce qu'implique de devenir propriétaire d'un cheval. Elle te donne ses conseils pour devenir un propriétaire averti. Et je ne t'en dis pas plus, je te laisse tout de suite en compagnie de Émilie et nous, on se retrouve à la fin de l'épisode pour débriefer. À plus. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, tu es ostéopathe animalier. Tu es aussi connue sous le nom de Millipat parce que une de tes casquettes, c'est de faire de la création de contenu sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour informer la communauté, je dirais des équitants, mais pas que, des propriétaires d'animaux en général, de Tout compagnie. à fait. Du coup, j'aime bien replacer le contexte au début des interviews pour savoir comment on se connaît, on s'est rencontrés parce que j'ai assisté à un de tes stages que tu mets en place depuis assez peu de temps, il me semble. Ouais, depuis janvier. Il me semble que c'est comprendre la musculature de ton cheval, le titre exact. Exactement. Super. Du coup, c'est chouette. Moi, je suis venue assister à ce stage parce que justement, je fais ce genre d'intervention pour mes élèves et ça m'intéressait bien de savoir ce qu'une ostéopathe avait à dire sur le sujet. J'ai vu que nos discours se recroisaient, donc je suis super contente de pouvoir t'accueillir aujourd'hui pour qu'on puisse avoir cette conversation et en plus l'enregistrer parce que je pense que ça va être intéressant pour les auditeurs. Donc, est-ce que dans la présentation que je fais de toi, en gros, je dis qui tu es? Tu es ostéopathe animalier, plutôt orienté sur la formation aujourd'hui, il me Ouais, semble. c'est ça. J'ai travaillé à plein temps, disons, comme ostéopathe animalier quelques années, mais j'ai vite été confrontée à des problèmes qui étaient récurrents chez les propriétaires de chevaux Ouais, et pour lesquels j'arrivais pas à passer outre, en fait. ok. Et c'était principalement des problèmes de manque de connaissances, de culture équestre dans lesquelles on reste. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la création de contenu en me disant, mais non, mais il y a trop d'infos que les propriétaires n'ont pas, qui sont pas compliquées et qui devraient tous savoir pour être mieux avec leurs chevaux. Et donc, c'est comme ça que je me suis orientée vers la création de contenu. Et puis, parallèlement à ça, j'adore expliquer, j'adore vulgariser. Donc, je suis aussi formatrice en ostéopathie animale et en fait, c'était tout naturel de faire ça puisque finalement, j'adore la pédagogie, j'adore expliquer les choses. Ok, cool. Et ça se voit. Moi qui fais ton stage, j'ai l'impression qu'on peut te lancer plusieurs jours d'affilée sur des sujets. C'est quand Je même suis un bon. légèrement bavarde. Non, mais c'est cool. Et du coup, enfin, en fait, j'aime bien lancer le podcast avec une question qui est, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es venu à travailler avec les chevaux? Compliqué, compliqué. Alors, quand j'étais adolescente, je voulais pas travailler avec les chevaux. C'était mon loisir, je rêvais d'avoir un cheval, je faisais du concours, tout ça. Ok. Mais je voulais surtout pas travailler avec les chevaux parce que je voulais pas que ça prenne toute la place dans ma vie au point de m'en dégoûter. Ah ouais, ok. Voilà, donc à l'origine, pendant l'adolescence, j'hésitais entre être kiné ou être vétérinaire. Je trouve finalement que j'ai trouvé un juste milieu plutôt judicieux. Et au final, je me suis dit, si je fais vétérinaire, ce sera que pour les chiens et les chats, certainement pas les chevaux, etc. Au final, donc, je me suis retrouvée en école d'ostéopathie animale. J'avais un peu de mal à accrocher avec les autres animaux. D'un point de vue ostéo, j'avais pas de mal à faire mon travail, mais juste j'étais moins intéressée, moins impliquée. Ouais. Et bah, finalement, les chevaux, c'est ce qui me passionne. Donc,
pouvais pas faire autrement que travailler avec les chevaux, en fait. Ok. Et ouais, c'est souvent c'est assez drôle parce qu'on est plusieurs à surtout avoir fui le sujet au départ et puis en fait se retrouver dans les chevaux quand même. Exactement. Mais je te cache pas que il y a des jours où je me dis j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de chevaux, j'aimerais bien ne pas travailler dans les chevaux. C'est une cause qui est trop grande. C'est trop des fois c'est trop douloureux quand nos chevaux ils sont malades ou ils sont blessés ou quoi. Ouais, Et puis dès qu'on est un peu dans le milieu pro du cheval, il y a beaucoup d'enjeux d'ego, d'argent. Et il y a des fois où il y a vraiment des jours où je me dis, oh, je préférerais pas être dans le cheval. Mais bon, finalement, ouais, je sais pas si c'est mieux ailleurs, tu vois. ouais, ouais. C'est ce que j'allais dire parce que du coup, t'as manipulé aussi au quotidien des chiens et des chats. Ouais. T'avais pas ce sentiment-là? Non, non, en fait, le manque de connaissance des propriétaires, évidemment, il était présent aussi, et peut-être même encore plus sur les chiens et les chats parce que euh, il y a certains propriétaires les achètent comme ils achèteraient un nouvel élément de décoration. Ouais, Donc, euh, donc si j'étais confrontée à cette même problématique-là. Mais par contre, il y a beaucoup moins, à part si évidemment on va dans les élevages de races très cotées qui font du concours, etc. Chez Monsieur, Madame, tout le monde, il y a beaucoup moins tous ces enjeux financiers, il y a beaucoup moins de compétition, de tout ça, moins d'ego, on se retrouve moins confronté à des gens un peu ancestraux qui vont nous dire non, mais moi je fais comme ça depuis 20 ans. Voilà, il y a beaucoup moins tout ça dans les chiens et chats. Dans le bovin, c'est encore autre chose. Mais dans le ouais. chien-chat, il y a beaucoup moins. Ouais, il y a beaucoup moins le côté ouais, je crois que je sais quoi, peut-être aussi. Exactement, ouais. Ok, cool. Aujourd'hui, tu pratiques plus l'ostéopathie pure et tu fais de la pédagogie. Pour le coup, là, c'est en école d'ostéopathie pour tous les animaux et en équine seulement pour les monsieur et madame tout le monde, pour les propriétaires de chevaux, c'est ça? Alors en fait, j'ai arrêté quasiment mon activité d'ostéopathe animalier depuis quelques mois. Je pratique encore un tout petit peu parce que j'ai pas envie de perdre la main. Parce que l'ostéopathie, c'est un métier qui est manuel. Et si on s'arrête, si je m'arrête même un an, je suis pas sûre de repartir en étant aussi compétente que là où je me serais arrêtée. Donc, je continue à faire quelques consultes de temps en temps pour pas perdre la main, justement. Et parce que, au fond, j'aime ça Ouais. quand même. C'est quand même un métier que j'aime. Ce que j'aime pas, c'est les conditions dans lesquelles on le fait. Mais les consultations ostéopathiques, j'aime ça. Donc, j'en fais encore un petit peu au cas où un jour je veuille me relancer à fond là-dedans. Ok. Ce sera possible. Je me ferme pas cette porte, en fait. Ouais. Et en cours, en formation en école d'ostéopathie animale, j'ai arrêté de faire les cours d'ostéopathie pratique. Donc, tout ce qui est apprendre les manipulations, etc. Ouais. Pour les mêmes raisons que j'ai arrêté les consultations, c'est que toutes les conditions de détention des animaux, toute la maltraitance banalisée, les chevaux qui sont complètement résignés, je supportais plus de voir ça, au point que j'en faisais des crises d'anxiété la veille avant d'aller en cours. Voilà. Donc, il y a d'autres professeurs dans mon école qui sont très compétents pour le faire. Ils n'ont pas forcément besoin de moi. Je préférais m'éloigner un petit peu de ce milieu-là et du coup, je donne principalement des cours de théorie. Ok. Super. Bah c'est ouais, c'est trop bien de pouvoir écouter à ce point-là, tu vois, nos valeurs et ce qu'on est et de pouvoir adapter son métier à ça, quoi. Je trouve que Ouais, c'est et puis c'est trop cool d'avoir le choix de le faire aussi. ouais, 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 Tout le grave. monde n'est pas assez. C'est un des avantages à être entrepreneur, c'est de pouvoir faire des choix de ce qu'on a envie et de ce qu'on n'a pas envie de faire. Ouais, ah, carrément. Trop cool. Et du coup, j'aimerais bien parler un peu de musculature, de musculation du cheval, tant qu'on y est, parce que on s'est rencontrés sur ce thème-là. Euh, Tu rencontres du coup depuis janvier, tu disais, enfin plusieurs, j'allais dire beaucoup de propriétaires, mais ouais, sûrement beaucoup de propriétaires de chevaux qui sont intéressés pour comprendre comment le cheval fonctionne d'un point de vue musculation. Est-ce que tu peux me dire globalement quelles sont peut-être les questions que les gens se posent le plus souvent? Et ben,
De manière générale, je trouve qu'ils ne se posent pas cette question. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu, Ok. ou qui m'inquiétait parce que maintenant qu'il y a une espèce de communauté qui s'est créée autour de mes réseaux, je me rends compte que les gens se posent des questions, mais qu'ils n'ont pas grand monde à qui les poser, en fait. Ouais, c'est ça Donc, qui est fou. euh, en fait, c'est surtout à partir de là que j'ai créé mon stage. Déjà, par rapport à moi, mon expérience de cavalière, Ouais, où je ne sais pas combien de fois j'ai tapé sur Google comment muscler le dos de mon cheval, ou pourquoi abaisser les hanches, qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire de barbare, ouais, à quoi ça sert l'engagement du postérieur, etc. Parce que tout le temps en centre équestre, on nous dit qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça, mais on nous explique rarement le pourquoi et le cheminement qui se passe dans le corps du cheval pour arriver de ce qu'on demande à ce qu'on veut. ouais, Et en fait, moi, on ne me l'a pas expliqué. C'est que dans mon cursus d'ostéopathie animale, j'ai appris l'anatomie, j'ai appris la physiologie, la biomécanique. Et en fait, une fois qu'on sait ça, ça coule de source quasiment de se ouais, dire, ah mais oui, mais ok, mais en fait, c'est évidemment pour ça qu'on demande à engager le postérieur. C'est parce que ça demande une contraction des abdominaux et que de fait, ça amène une flexion du rachis. Et donc, c'est plus facile pour le cheval de nous porter. ouais. Donc pour moi, c'était une évidence que ça pouvait être intéressant pour les propriétaires qui travaillent la plupart du temps en autonomie. Mais ce n'est pas les questions que je rencontre le plus souvent sur mes stages, et c'est ça qui est drôle. Euh, la plupart du temps, les questions qu'on va me poser en début de stage, ça va être des questions de comment est-ce qu'on repère que quelque chose fonctionne mal. Ok, Euh, et du coup, c'est vraiment intéressant de se dire que la plupart des propriétaires, on n'est pas formé à être propriétaire. Et ouais, donc, on n'est pas formé à savoir détecter ce qui pourrait aller mal. ouais, S'il y a une grosse boiterie à pattes cassées, c'est sûr que tout le monde va le voir, même quelqu'un qui connaît rien aux chevaux, quoi. ouais. Mais finalement, une irrégularité, il faut se former l'œil. Et typiquement, ça, on ne l'apprend pas en centre équestre ou quoi. Et c'est archi dommage. Et d'ailleurs, toute mon histoire de musculature, de pourquoi il faut engager le postérieur, etc., ça aussi, ça devrait être des choses qui devraient être apprises en centre équestre et qui ne le sont pas. Ouais. Et c'est vraiment très dommage. En fait, je suis hyper. Moi, quand j'ai vu que tu lançais ce genre de stage sur muscler son cheval, enfin, du coup, comprendre la musculature, toi, t'es même pas dans le je vais vous apprendre à muscler. T'es juste presque dans le avant, dans bah, je vais apprendre comment ça fonctionne pour ensuite pouvoir, moi, faire mes propres exercices. Exactement. En fait, j'étais super contente de trouver ça, ce stage-là, et je suis assez scotchée de à quel point il y en a pas. Tu vois, en France, parce que, enfin, ouais, en France et même, franchement, même à l'international, on a quelques formations en ligne qui sortent en anglais, mais bon, l'anglais, c'est clairement pas accessible pour tout le monde. Et puis surtout sur des sujets techniques comme ça, c'est chaud, quoi. Euh, mais carrément, enfin, moi, l'expérience que j'ai eue, c'était fou parce que, donc moi, ça fait 2 ans que je suis enseignante. J'ai commencé avec une casquette très relation, tu vois, travail à pied, liberté, cordelette, tout ça. Et en fait, je me suis formée en biomécanique en parallèle au Canada, du coup, parce qu'en France, j'ai trouvé très peu de, enfin, j'ai pas trouvé à ce moment-là de formation qui pouvait me former. Sauf si, à la limite, j'aurais pu repartir en ostéo, mais je n'étais pas prête à faire 5 ans. Et à payer le prix d'une école Et d'ostéopathie puis, ouais, animale. ouais, à payer. Mais en fait, ce qui est fou déjà, c'est que en France, pour un professionnel, tu trouves pas d'infos. Enfin, tu trouves pas de formation. Et mais surtout pour monsieur et madame tout le monde, ce qui est fou, c'est que tu as zéro info. Ce qui est fou, c'est que on parle beaucoup de relations, on parle beaucoup de compétition, mais presque tout ce qu'il y a entre les deux, tu vois, en fait, c'est quoi un cheval qui va bien? C'est pas que un cheval qui vit dehors, tu vois, il suffit pas de mettre son cheval dehors pour qu'il aille bien. Quand tu travailles avec, que tu montes dessus de temps en temps et tout ça, c'est super important de comprendre comment, effectivement, ce que tu disais, comment ça fait un cheval quand il est régulier, irrégulier, et tout ça. Et les gens, ils sont pas au fait de ça, quoi. Mais du coup, c'est super cool qu'il y ait des gens, tu vois, comme toi qui lancent ce genre de stage. Et en plus, les stages, ils ont l'air de se remplir
Dis-moi si je me trompe, mais Ah ça a bah l'air là, s'ils sont d'intéresser. tous complets jusqu'à juillet, je crois qu'il me reste 3 places pour un stage en Suisse dans un mois, mais sinon tout est complet Ouais, jusqu'à c'est ouf. juillet, donc ouais, ouais. C'est trop cool. Comme quoi, il y a des gens qui sont vraiment Ouais, ouverts, ouais. quoi. Bah, moi, ça m'a conforté et ça m'a rassuré pour l'avenir du monde du cheval de voir que ça se remplissait comme ça. Non pas que je me présente pas comme figure de révolution du Ouais, monde du ouais. cheval, pas du tout, c'est pas du tout l'objectif. Mais c'est que je me dis, si mes connaissances peuvent servir à d'autres gens qu'à moi-même, autant faire profiter les autres et de voir qu'il y a des gens qui ont envie d'en savoir plus, c'est c'est hyper boostant, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que dans la population des gens de mes stages, j'ai des moniteurs qui ont leur BP que, je sais pas, Michel, 50 ans, qui a son cheval pour faire du loisir, quoi. Ouais, Et alors, je t'avoue que c'est pas toujours facile à gérer ouais, d'un point de vue exercice de travail, etc., parce que c'est pas du tout les mêmes profils, pas du tout les mêmes niveaux de connaissances équestres. Mais c'est hyper intéressant de voir la variété de personnes qui s'intéressent à ces stages-là et qui veulent en savoir plus. Et franchement, c'est trop, trop chouette. Et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai une copine qui est formée en comportementalisme et avec qui je passe beaucoup de temps et qui a un cheval qui a pas mal de problématiques locomotrices. Et donc, on a beaucoup échangé toutes les deux sur est-ce que c'est une question de comportement, est-ce que c'est une question d'une douleur physique, ouais, etc. On a vraiment creusé les examens vétérinaires, je le voyais régulièrement, jusqu'à ce qu'on aille vraiment faire des examens en clinique, et où là, elle s'est rendue compte qu'il y avait des becs de perroquet, qu'il y avait des débuts d'arthrose, etc. Et qu'en fait, c'était pas du tout... Enfin, c'était comportemental, puisque la réponse à la douleur est comportementale, mm, mais c'était une cause quand même physique à l'origine. ouais, Et en fait, à travers son cheval, on a aussi parlé de plein d'autres expressions que pouvait avoir le cheval qui sont signes de douleur, de zones à tester, etc. D'actions du cavalier qui provoquent une douleur parce que potentiellement il y a un problème physique et qui sont assez caractéristiques. Typiquement, le cheval qui va réagir fort au moment du sanglage, c'est pas 100% de douleur d'estomac, évidemment, c'est jamais 100%, mais il y a quand même un penchant qui va aller vers les douleurs d'estomac ou la jument qui systématiquement pendant sa chaleur est insupportable. Voilà, il y a quand même ouais, des choses où il y a un lien assez évident qui devrait être fait systématiquement par tous les cavaliers, et c'est pas le cas. Et du coup, cette amie comportementaliste, elle me disait, c'est affreux parce que maintenant, à chaque fois que je rencontre un couple cheval-cavalier, je vois plein de signaux de douleur physique du cheval qui sont pas compris par le cavalier et au final, je passe mon temps à référer vers d'autres professionnels de santé et à me dire euh, ah ben en fait, c'est pas de mon ressort et en fait, quasiment la moitié des problèmes comportementaux que rencontrent les chevaux, c'est des problèmes physiques et pas ouais, comportementaux. ouais, Et c'est aussi une problématique que moi j'ai rencontrée et qui m'a beaucoup frustrée en tant que qu'ostéo, et c'est pas vraiment le même souci, mais vu que ça vient à une histoire de limite de compétences, j'en parle aussi. Euh, Plein de fois, vraiment plus de la moitié de mes consultations, j'avais envie de pousser les examens et plus de la moitié des chevaux que j'ai rencontrés en consultation, j'ai référé vers d'autres professionnels parce que la selle, ça allait pas, c'est ça qui provoquait des contractures, parce que je sais pas trop ce qu'il y a dans les lombaires, il vaudra mieux faire des radios, contacter votre vétérinaire, etc., etc. Et cetera. Et en fait, c'est très vite frustrant. Et donc, j'en profite pour passer un petit mot s'il y a des professionnels de santé qui écoutent ton podcast. ouais, Euh, Référer, ça veut pas dire qu'on n'est pas compétent. ouais, Et il faut référer parce que même moi, en tant qu'ostéopathe, j'ai développé une sensibilité dans ma main. C'est pas une radio, quoi. ouais, ouais, Je peux pas voir l'état des structures. Et même pour les propriétaires, c'est pas parce que votre ostéopathe ou votre shiatsuki ou n'importe quoi, il dit bah là, moi, je peux rien faire, j'ai des incertitudes, j'ose pas travailler sur cette structure. Au contraire, si votre professionnel il vous dit ça, c'est qu'il est suffisamment compétent et lucide pour savoir ce qu'il est en capacité de faire et ce qu'il n'est ouais, pas en capacité de faire. ouais. Voilà, j'ai terminé ma petite parenthèse. Non, mais c'est super intéressant parce que ça appelle plein de trucs. Tu vois, moi, du coup, j'ai animé des stages biomécanique et travail à pied où j'explique un peu aussi comment le cheval fonctionne d'un point de vue biomécanique sur une journée. Et la deuxième journée, on va aller plutôt mettre des exercices de travail à pied en place. Alors, au début, je disais, on va se mettre à pied ou à cheval. Et en fait, bon,
on fait que à pied parce que déjà, on a le cheval à gérer et c'est déjà bien assez. Et à cheval, parce qu'en plus, il y a toute la biomécanique du cavalier à gérer et en 2 jours, clairement, c'est infaisable, c'est trop court. Euh, donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis d'un point de vue professionnel. Effectivement, même moi, en tant qu'enseignante, je suis absolument pas enfin, professionnelle de santé, même si je suis formée en biomécanique. Il y en a plein qui me disent, est-ce que tu peux me dire d'où mon cheval il est coincé? Je dis, bah, globalement, moi, je peux te dire comment je le vois et où je vois l'irrégularité, mais clairement, enfin, je suis ni ostéopathe, ni vétérinaire, ni rien, ni. Mais c'est vrai que c'est très difficile pour les propriétaires de savoir à qui faire appel. Quand Ouais, c'est des problèmes un peu mineurs comme ça, je sens que mon cheval il fonctionne pas comme il devrait fonctionner, ou alors j'arrive à un espèce de palier dans mon travail où j'arrive pas à aller au-dessus, surtout pour ceux qui font vraiment du sport, que ce soit en compétition ou pas en compétition. Par exemple, au bout d'un moment, là je suis arrivée à un niveau où je suis censée apprendre les appuyer à mon cheval, je sens qu'il peut pas. Est-ce ouais, qu'il peut pas parce que il n'a pas le physique nécessaire pour le faire, ouais, dans le sens, est-ce que c'est pas un cheval qui est capable de dérouler des Saint-Georges, quoi. Par exemple, moi, je fais 1,55 m, je peux pas courir aussi vite qu'Usain Bolt. C'est vraiment une question de mon physique ne me le permet pas. Donc, est-ce que le cheval peut pas à cause de ses capacités physiques ou est-ce que c'est qu'il y a quelque chose qui l'en empêche? Est-ce que c'est un problème de pied? Est-ce que c'est l'ostéo qui doit régler ça? Est-ce qu'il faut que je fasse des examens vétos? Et moi, je comprends que les professionnels puissent être perdus, les professionnels, pardon, les particuliers ouais. puissent être perdus par rapport à ça parce que, encore une fois, on n'est pas formé à être propriétaire de cheval. Non. Et c'est dur d'être propriétaire de cheval et d'être confronté à ça et d'être responsable de la santé et du bien-être de son cheval alors que soi-même, on n'y connaît rien, quoi. Ouais. Du coup, quel conseil tu donnerais à un propriétaire de cheval pour qu'est-ce qu'on peut faire pour se former au fait d'être propriétaire de cheval, tu vois? Eh bien, déjà être curieux. Je pense que vraiment, s'il y a une qualité à développer en tant que propriétaire de cheval, c'est être curieux pour avoir envie d'aller s'enseigner. Ouais, De pas le faire pour mieux savoir que les autres. Essayer de ouais, rester un peu humble parce que je rencontre des propriétaires qui font un stage de 2 jours de nutrition et qui après veut apprendre son métier au maréchal Ferrand. ouais, Donc, il y en a aussi. Donc, être curieux pour emmagasiner un maximum de connaissances. Si on fait un séminaire de 2 jours où on participe à un webinaire ou quoi, et que c'est un niveau qui est trop élevé pour notre niveau de propriétaire, c'est pas grave. Le cerveau, il va retenir ce qui est important pour lui, et puis peut-être qu'à un moment, on va apprendre autre chose dans un autre webinaire, et hop, ça va faire tilt, et du coup, on va comprendre l'autre webinaire d'avant. Sur Internet, il y a vraiment beaucoup de plateformes qui se mettent en place pour connaître davantage. Il y a de plus en plus d'ostéopathes et de masseurs qui font des formations, comme moi je fais, des petits mm, stages pour en apprendre davantage aux propriétaires. Il y a certains vétérinaires qui en font aussi, mais c'est très souvent plus tourné aux professionnels, ouais, éleveurs, entraîneurs, cavaliers pro, etc. Et sinon, sur Internet, vraiment, c'est une mine d'informations infinie et de plus en plus, que ce soit par les blogs avec par exemple Reactive Equine, ou que ce soit par des plateformes spécialisées comme Blooming Rider, ou que ce soit rien que le site de l'IFCE qui fait très régulièrement des webinaires. ouais, Donc, en fait, il y a vraiment matière à s'instruire si on a envie de s'instruire. Mais le problème est là, est-ce que les propriétaires ont envie d'aller chercher plus loin et de se taper un séminaire de 5 heures sur la qualité du fourrage, quoi. ouais, C'est que, en général, pour regarder un CSI, ça pose pas de problème. Mais par contre, pour aller s'instruire sur qu'est-ce que c'est qu'une pathologie naviculaire, alors, encore, je fais des généralités, évidemment, je parle vraiment du cavalier de concours un peu stéréotypé et j'imagine que c'est pas la population de ton podcast. ouais, non, 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 Euh, mais moi, c'est cette équitation-là qui m'agace et que, ouais, et que j'ai envie de prendre par les épaules et de secouer en disant, mais va apprendre autre chose qu'à monter à cheval, en fait. Va apprendre, va apprendre ce que c'est qu'un cheval, comment il fonctionne, de quoi il a besoin, etc. Parce que finalement, ces gens-là, ils restent dans la logique de la FFE, la logique de on apprend à monter à cheval, on apprend à être cavalier. Alors, ça peut former d'excellents cavaliers,
Et c'est pas parce qu'on connaît pas la biomécanique qu'on peut pas être bon cavalier. Parce qu'il y a des gens qui ont le feeling, il y a des gens qui ressentent les choses. Et même les plus grands cavaliers internationaux, à mon avis, tu leur cites deux, trois muscles, ils savent pas te les placer sur le cheval, hein. Ouais. Mais le fait est que ce sont d'excellents cavaliers qui ont une finesse, qui ont une sensibilité, qui ont vraiment un feeling euh, et qui sont capables de transmettre ça très bien à de jeunes cavaliers. Mais le souci, c'est que voilà, c'est qu'on apprend à être cavalier et qu'on n'apprend pas à être propriétaire si nous-mêmes, on ne fait pas l'effort d'aller chercher ailleurs. Ah, ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des, tu vois, pour orienter les gens pour aller faire des stages, est-ce il y a comme des grandes catégories de stages que tu conseillerais, tu vois, genre, est-ce que tu parlais de la nutrition d'un côté, parce qu'il y a aussi des gens qui écoutent ce podcast, des auditeurs de ce podcast qui ont leur cheval en pension, par exemple. Donc, tu vois, qui délèguent cette partie nutrition en disant, bah, c'est géré par des professionnels. Et pour autant, moi qui ai été moi-même propriétaire avec un cheval en pension, je me rends compte que la majorité des pensions dans lesquelles je suis passée, les gens, ils savent pas comment manger, enfin, ce que c'est qu'un cheval, tu vois. Ah bah c'est clair, même moi qui ai eu un cursus quand même, une petite formation de nutrition au cours de mon école d'ostéopathie animale et qui adore lire des articles à ce sujet, etc. Mon cheval, il est en pension. La semaine dernière, il est passé d'un pré avec zéro herbe, 100% foin à zéro foin et de l'herbe jusqu'au jarret. Donc la Ouais, pire transition possible. Mais je peux pas dire grand-chose parce qu'il est en pension. bah ouais, Toujours est-il que quand on est dans une pension un peu familiale et ouverte à la discussion, le fait, nous, d'aller nous former, si on a un propriétaire de pension qui est ouvert et à l'écoute, on peut lui apporter des informations, lui proposer des alternatives pour qu'il éventuellement modifie sa manière de faire, etc. Et puis aussi de comprendre la nutrition du cheval et comprendre euh, tout le trajet de l'alimentation dans le corps du cheval, euh, les protéines, les acides gras, tout ouais, ça, comprendre toute la physiologie digestive vraiment, ça nous permet de comprendre les potentielles pathologies que le cheval peut avoir derrière, les appréhender et mieux s'en occuper et les prendre en charge. ouais. Donc Ah, c'est sûr. même si on n'a pas la capacité de gérer la nutrition de son cheval, être au courant de comment ça se passe, c'est quand même Ouais, bien. Mais sinon, dans les grandes thématiques que tu demandais, donc je pense que oui, la nutrition, effectivement, c'est pas forcément le truc numéro un qu'il y aurait à savoir, mais ça fait partie des trucs sympas à apprendre. ouais, Pour tous les propriétaires qui sont équitants, donc qui montent à cheval, se former à la biomécanique, vraiment, presque un minimum en fait quand on veut comprendre comment fonctionne le cheval. ouais. Et pardon, mais qu'est-ce que tu entends par biomécanique? Biomécanique, ça va être, en fait, il y a mécanique dedans, tu vois. Ouais, Donc, en fait, tu as un peu deux visages de la biomécanique. Tu as une biomécanique qui va être purement physique, et c'est celle que j'ai pu t'expliquer pendant le stage. C'est ouais, qu'on a un muscle qui est accroché à un os et à un autre os, et que quand il se contracte, ça fait un mouvement. ouais. Hop là, ça c'est toute la biomécanique dynamique résumée en une phrase. Et donc, c'est comprendre comment s'agencent toutes ces contractions et tous ces étirements musculaires pour créer le mouvement. Ouais, En tant que cavalier, on s'en fiche de comment le cheval crée le mouvement. C'est pas, on s'en fiche, il se débrouille, il le fait très bien tout seul. Par ouais, contre, ce qu'on veut, c'est qu'il soit plus musclé de tel endroit ou plus musclé de tel endroit. Et en fait, si on ne s'est pas renseigné sur la biomécanique et comment elle fonctionne, on ne peut pas savoir quel exercice va permettre de muscler tel endroit. ouais, Donc, d'où l'importance de comprendre comment le cheval fonctionne, en fait. ouais, Et le deuxième aspect de la biomécanique qui pour le coup est pas forcément très utile à l'équitation, mais qui est utile pour la culture générale, c'est tout ce qui va se rapprocher de la tenségrité, où c'est extrêmement intéressant aussi. Je sais qu'il y a une autre ostéopathe qui s'appelle Alexis Cosma, qui fait des webinaires et des stages, etc., et qui l'aborde, elle, auprès des propriétaires. Et ça va avec la biomécanique, hein, tout ça, ça en fait ok. partie. Et c'est hyper intéressant aussi à aborder comme sujet pour mieux comprendre comment se déplace le cheval et comment il fonctionne physiquement. Ok. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est que la tenségrité? C'est la première fois que j'entends ce mot. C'est vrai, Ouais, tenségrité, en fait, c'est euh, un... quand un ensemble est tensègre, c'est ouais. l'adjectif qui va avec, c'est qu'il se tient tout seul, en quelque sorte. Ok. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, il y a des espèces de jeux pour enfants où c'est des espèces de bouts de bois
qui s'entrelacent les uns les autres et qui sont unis les uns aux autres par des petits élastiques Ouais, qui sont extensibles, donc c'est des élastiques, et ça te forme une espèce de forme géométrique en 3D où ouais, les bouts de bois sont tenus par des élastiques. Et en fait, c'est de manière physique-mécanique, c'est que des forces de compression et des forces de traction qui, combinées les unes aux autres, font que l'ensemble est en équilibre. ouais. Ça a un nom, cette pièce-là. Ça finit par èdre, hexaèdre. Je sais plus du tout Ok. comment ça s'appelle. Non, mais je vois ce Euh, que tu veux dire, je le visualise en tout cas. et du coup, typiquement, ceux qui ont étudié, par exemple, la statique des dinosaures, les dinosaures avec le super long cou, là, je sais plus comment Ouais, ils s'appellent. S'il y a des passionnés de dinosaures dans l'assemblée, je m'excuse. ouais, Ces dinosaures-là, en fait, si on voulait expliquer la manière dont ils tiennent leur tête si loin de leur corps, avec juste des règles de physique mécanique basiques, comme moi je te l'explique, de un muscle plus un os plus machin, en fait, ça marche pas. La tête, ok, elle tomberait parce que le cou est beaucoup trop long. Et c'est grâce à la tenségrité qu'on permet d'expliquer que sans dépenser trop d'énergie, le dinosaure arrive à maintenir sa tête à hauteur. ok. Et c'est hyper intéressant. C'est un concept qui est énormément utilisé en architecture. En général, si tu tapes tenségrité sur Google, tu tombes plus sur des articles d'architecture que de biomécanique. Ouais, ouais. Mais ouais, mais c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant pour expliquer toutes les forces et les jeux de force qui se passent dans le corps. Ok, cool. Et du coup, l'appliquer au cheval revient aussi à... En fait, ouais, l'un dépend de l'autre parce que je réfléchis en me disant appliquer au cheval. En fait, la tenségrité, elle n'est comprenable, c'est pas français comme nous. Compréhensible, c'est plus français comme mot. Elle est compréhensible que si effectivement, à la base, tu sais aussi l'autre point de vue de la biomécanique de comment le cheval fonctionne et quel muscle est attaché à quel os et Ah quel bah, tout muscle à fait. forme. Ouais, C'est ça. La tenségrité, en fait, elle va permettre de mettre tout le cheval en un seul système. ouais, C'est-à-dire, typiquement, l'exemple tout bête, c'est que si je tire sur ma manche, si je tire sur le tissu de la manche de mon t-shirt, ça va tirer la manche au niveau de mon épaule parce que tout est relié. Et ouais, si je pousse mon cheval sur son épaule droite, ça va aussi perturber l'équilibre de ses postérieurs parce que c'est un même ensemble qui est ouais, ok. uni par différentes structures qui rentrent en compression et qui s'étirent et qui tout ça, tout ça. Ça explique les chaînes de compensation et tout ça, quoi. Tout à fait, exactement. Ok, cool. Chouette, et ben intéressant. Donc, tu disais, je reviens à ma question initiale, on parlait des, tu sais, des Des grands thèmes thèmes, sur ouais, lesquels les gens puissent se former. Donc, tu as parlé de la nutrition, ouais, de la de la biomécanique. mécanique. Pour ceux qui ont leurs chevaux pieds nus, c'est intéressant aussi de se former en podologie, déjà parce que ça peut vous permettre d'espacer les parages avec un podologue, surtout qu'en général, ils sont débordés et que c'est souvent compliqué d'avoir des rendez-vous. Donc, en étant formé soit par votre podologue, soit par un autre qui travaille avec la même méthode, parce qu'il y a quand même des courants à suivre si on veut avoir une cohérence avec le podologue, Ouais, qui vous permettra, vous, de suivre l'évolution du pied et de le parer vous-même. Et de comprendre les problématiques du pied du cheval parce que c'est vraiment quelque chose qui est complexe, c'est un système à part entière, c'est vraiment comme la flore intestinale dans le corps, quoi. C'est vraiment, ça a son microcosme. Et évidemment, c'est en interrelation directe avec tout le reste du corps, mais rien que ça, c'est déjà tellement complexe que ça mérite bien de se former à ça vraiment comme une entité entière. Et puis, je réfléchis. et moi, j'ai une question, je ne sais pas si tu vas avoir la réponse, mais tu dis pour les gens qui ont des chevaux pieds nus, c'est intéressant de se former en podologie, mais du coup, pour des gens qui ont des chevaux ferrés, euh, Alors, il faut déjà se poser une grosse question, c'est pourquoi est-ce que le cheval est ferré? Parce que si le cheval est ferré et qu'il a des raisons d'être ferré, alors dans ce cas-là, laissez faire le maréchal. On ne va pas nous-mêmes nous-mêmes apprendre à manier la forge et ouais, tout ça, ouais, tout ouais, non, ça. clairement. Donc, si le cheval a des raisons d'être ferré, laissez le maréchal faire. Par contre, il faut vraiment en amont ça te poser la question de pourquoi est-ce que mon cheval est ferré? Est-ce que j'ai vraiment intérêt à le ferrer? Dans son intérêt au cheval, évidemment, Ouais, hein.
ou est-ce qu'il a été ferré par défaut parce que un cheval qui est au travail ou quoi, c'est un cheval qui est ferré. Voilà, Ok. c'est tout. Donc Et à c'est la vraiment fois une pour, question. ouais, mais à la fois pour répondre à ces questions, enfin, moi, je trouve que c'est aussi intéressant de comprendre comment le pied fonctionne, tu vois. Ah bah tout à fait. De toute Donc, on façon, en c'est sûr revient, que tout à fait. C'est sûr. Moi, par exemple, avant que j'arrive en école d'ostéopathie animale, Trésor était ferré devant. J'ai commencé à avoir des cours de podologie. J'ai déféré instantanément. ouais. Ouais, Mais moi, c'est encore ce une qui s'est fois, ça, passé c'est aussi. parce que les propriétaires, ils vont voir des articles sur le fonctionnement du pied, ils vont regarder des webinaires, etc. Et en Ouais, général, ça suffit à se dire, OK, peut-être que je ferais mieux de déférer parce que le fer empêche l'arrière du pied de fonctionner correctement. Mais tout à fait, de toute façon, même pour quelqu'un qui a un cheval ferré et qui veut en connaître plus sur son cheval, c'est hyper intéressant d'aller faire une formation en podologie. ouais, ok. Ensuite, dans Cool. les autres grands thèmes, les formations de massage, c'est chouette parce que ça permet d'éduquer sa main au comportement des tissus mous, donc principalement des muscles, Mm. et de savoir détecter après s'il y a des contractures, par exemple, s'il y a des muscles qui sont plus résistants dans leur ensemble, savoir dissocier est-ce que c'est une contracture, est-ce que c'est une courbature. Et puis, rien qu'au niveau relationnel, ça permet de lier un lien avec son cheval qui n'est pas juste je le prends, je le brosse, je lui monte dessus, on va faire une balade, nanana, mais de créer un autre lien, vraiment une connexion physique par les mains Ouais, et un moment agréable normalement, si, si le massage est agréable et que le cheval apprécie le massage. Et puis à travers ça, ça permet aussi, par exemple, de se dire, ah c'est marrant, depuis à chaque fois que je mets ce tapis, par exemple, j'ai systématiquement une contracture juste en arrière du garrot. ouais. Tiens, ça pose question. Ok. Et par contre, si je mets un autre tapis, je ne l'ai pas. Et ça permet de se rendre compte de choses assez tôt, en fait, parce qu'on n'attend pas le passage d'un professionnel pour le remarquer. Mm. Ou par exemple, ah bah, à chaque fois que je saute, vraiment toute la fesse à gauche, très résistante partout, et puis encore plus le lendemain, bah, peut-être que ça vaudrait le coup d'appeler l'ostéo pour vérifier qu'il ne compense pas justement de quelque chose en utilisant plus ce postérieur-là que l'autre. Euh, c'est pas de la biomécanique directement, mais ça permet de se créer une main sensible et donc de pouvoir détecter les problèmes suffisamment tôt. Bah ouais. D'aller prévenir une potentielle boiterie qui surviendrait ensuite ou quoi, quoi. Exactement, et de pas attendre la dernière minute pour appeler l'ostéopathe, par exemple. Ouais. Sinon, en formation, alors là, ça concerne pas la santé, mais moi, c'est quelque chose que je vous invite à faire, c'est d'être curieux dans les différents types d'apprentissage du cheval et de pas rester uniquement dans son centre équestre avec son moniteur, mais même en auditeur libre, d'être curieux d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Mm. Parce que personne n'a le même niveau d'enseignement, de la manière d'enseigner, je veux dire. Ouais. Et il y a des moniteurs qui, comme toi, sont formés en biomécanique et qui, du coup, peuvent un peu faire des déclics dans la tête de certains cavaliers en disant, ah, mais oui, ok, mais c'est pour ça que j'y arrive pas parce que je visualisais pas le cheval fonctionner comme ça. Ou même de techniques d'apprentissage tout court. Par exemple, le horsemanship, c'est hyper intéressant, il y a plein de trucs à prendre. Tout ce qui va être clicker training, c'est hyper intéressant aussi. Et voilà, il y a de plus en plus de courants d'apprentissage du cheval qui émergent en France et il y a plein de stages partout. Et même si c'est en auditeur libre, c'est hyper intéressant. Vous prenez pas, peu importe, au moins vous êtes informé Ouais. du sujet, quoi. Ouais. C'est ça qui est super intéressant, c'est effectivement d'aller voir plusieurs courants pour s'ouvrir l'esprit là et permettre de prendre ce qui nous va et de laisser ce qui nous va pas, quoi. Exactement, de pas rester cloisonné à l'équitation qu'on a toujours apprise. Euh, et c'est ça, de s'ouvrir, de remplir sa boîte à outils pour savoir, parce que peut-être que la manière dont vous travaillez actuellement, ça va très bien avec votre cheval. Et si demain vous changez de cheval, et s'il y a un ami qui vous contacte pour une problématique qu'il a avec son cheval, eh ben, peut-être que vous n'utilisez pas certains outils comme le R+, par exemple, ou le clicker training, vous ne l'utilisez pas avec votre cheval, mais peut-être que pour lui, vous pouvez lui dire, ah, mais ça, par contre, tu pourrais essayer ça avec ton cheval, c'est hyper intéressant, ça pourrait résoudre des problématiques. Et voilà, ouvrir son esprit pour agrandir sa boîte à outils. Ouais, carrément. Super intéressant.
Et pour quelqu'un, du coup, tu disais que les questions que tu avais en stage, elles étaient un peu plus sur comment détecter une problématique sur mon cheval. Euh, Aujourd'hui, enfin, pour moi, si tu veux détecter une problématique sur ton cheval, il faut éduquer ton œil. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils? Comment est-ce que quelqu'un pourrait développer, enfin, éduquer son œil? Eh ben, déjà, j'ai cherché un petit peu et j'ai vraiment pas trouvé de contenu là-dessus, de comment réussir vraiment. Alors, il y en a plus en anglais sur YouTube si on regarde un petit peu. Tu tapes horse lame et en général, tu as 1 milliard de vidéos de boiterie. Ah ouais, ok. Et il y a plein de vidéos YouTube, ouais, vraiment. Mais c'est encore une fois vraiment en anglais plus qu'en français. Et on nous montre, on nous dit, bon bah voilà, là il y a une boiterie du postérieur droit, on nous passe la vidéo en vitesse réelle, puis au ralenti, et tu peux entraîner ton œil comme ça pour voir des boiteries. Mais encore une fois, pas encore une fois, je n'ai pas du tout parlé de ça avant, mais en fait, tant qu'on n'a pas, si on arrive à devoir déceler visuellement une boiterie, c'est qu'il y avait très certainement des signes avant-coureurs avant qui n'ont pas été décelés. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un contenu qui manque. Après, peut-être qu'il existe, mais moi, je n'en suis pas au fait. Je Ouais, ne le connais pas. Mais en tout cas, je pense que le meilleur moyen, c'est vraiment de regarder les chevaux marcher, mais ouais, consciemment. C'est-à-dire que on va se poser, par exemple, on va dans une écurie de trot et on dit bonjour, je peux venir regarder vos chevaux. ouais, Et pendant 10 tours de piste, on va se focaliser sur le mouvement des épaules. Et j'analyse le mouvement des épaules de tous les chevaux que je vois tourner pendant ouais, 10 tours. Ok, c'est bon, j'ai vu les épaules, elles avancent comme ça, et puis elles montent comme ça quand il avance le membre. Ok, ça c'est bon, j'ai capté, c'est un mouvement qui doit être normal. Ensuite, je sais pas, je regarde les jarrets. Ok, c'est normal que le jarret tourne légèrement à l'extérieur quand le cheval est dans sa propulsion. Ok, bon d'accord. Bah, du coup, est-ce que c'est la même rotation sur les deux jarrets, par exemple? ouais, Et plein de petits trucs comme ça. Et en fait, son œil, mais comme sa main, on peut l'éduquer que en regardant des chevaux et que en touchant des chevaux encore et encore et encore et encore, quoi. ouais. Et c'est intéressant de se dire aussi qu'on peut le faire presque tout seul Mais oui, c'est ça. en, ouais, parce C'est que que c'est on n'a vrai pas que besoin, c'est... on n'a Pardon, pas besoin vas-y. d'avoir quelqu'un de connaisseur forcément à côté de nous pour regarder les chevaux avec nous, quoi. On peut Disons que assez vite se rendre compte si un mouvement est normal ou pas en regardant plein, effectivement. Exactement. Disons que ça aide si on a un protocole qui va nous dire, bon, bah voilà, certains points clés, parce que c'est Ouais, vraiment ça, en fait, c'est certains points clés. Et puis, tiens, regarde, ça, c'est une locomotion dite normale, avec des gros guillemets, euh, qui est un peu une référence, mais qui est très variable d'un individu à l'autre. Mais voilà quel type de mouvement est correct, etc. Mais de toute façon, il y a tellement un grand panel, ne serait-ce que, par exemple, si on regarde un cheval galoper, la flexion du dos, le fait qu'il vienne amener ses postérieurs sous lui, donc nécessairement, il vient fléchir l'arrière du rachis. Cette flexion-là, ça va pas du tout être la même si on regarde un pur sang ou si on regarde un trotteur. ouais, Mais du coup, c'est pas parce que le trotteur il fléchit beaucoup moins le dos que potentiellement il y a une pathologie derrière ou quoi que ce soit. Non, ouais, juste c'est sa norme à lui en fait. Et ouais, lui, il fonctionne comme ça. Et si on regarde, si on forme son œil sur un seul cheval, dès qu'on va avoir un cheval qui sort des normes de notre cheval référence, on va avoir l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. Alors que non. Et c'est pour ça que c'est important de regarder vraiment beaucoup, beaucoup de chevaux différents pour augmenter son panel de référence en fait. ouais. Beaucoup de chevaux différents et presque sur beaucoup de disciplines différentes aussi. Exactement. Ouais, Mais ok, de les regarder vraiment consciemment, je sais pas, ouais, avec de la concentration et de se dire, OK, là, j'analyse comment le cheval fonctionne. Alors attention, petit disclaimer, en général, quand on commence à se dire, OK, je vais regarder des points spécifiques, on a tendance à oublier de regarder le cheval dans son ensemble. ouais, Et je dis ça parce que c'est une problématique que je rencontre très souvent avec mes élèves d'ostéo. Ils oublient de regarder le cheval dans leur ensemble. Ils vont dire, ah bah là, il y a moins d'engagement sur tel postérieur, l'épaule droite, elle avance moins, etc. Non, mais regarde le cheval dans son ensemble. Est-ce que ça te paraît harmonieux? Est-ce que tu as l'impression que tous les mouvements sont amples ou souples?
ou est-ce qu'il y a un mouvement qui est un peu saccadé sur un membre, ou est-ce qu'il rentre beaucoup trop le ventre quand il est dans la phase d'engagement de tel postérieur. Voilà, pas oublier de dézoomer et de se forcer à avoir une vue d'ensemble aussi, même si au début on se dit oui, bah voilà, je regarde un cheval marcher, à force d'en voir, au bout d'un moment, il y en aura un. Lui, c'est marrant, il passe plus de temps appuyé sur son postérieur droit que sur son postérieur gauche. Et au final, on n'aurait même pas eu besoin de se focus là-dessus pour le voir. Ouais. Et du coup, j'ai une autre question. Euh, est-ce que, la question me vient telle que, est-ce qu'un cheval dissymétrique est un cheval foutu? Je pense que la dissymétrie est absolument naturelle. Ouais, C'est comme nous, on vient à être droitier ou à être gaucher, le quadrupède est nécessairement sur un axe de symétrie aussi, soit un diagonale droit ou gauche. Euh, et tous les chevaux sont asymétriques, tous les chevaux. C'est presque obligé en fait, parce ouais, que la nature est faite comme ça. ouais. Donc, Mais, en fait, ce à quoi il faut faire attention, c'est par le travail du cheval, à ne pas venir augmenter cette asymétrie et donc augmenter les contraintes sur le diagonal en question, sur lequel il fonctionne déjà naturellement trop. Et pour ça, c'est très difficile. Il y a intérêt d'être super bon cavalier et vraiment avec une sensibilité folle euh, pour être capable de déceler quand le cheval réussit quand même à travailler sur son diagonale préférentiel. Je m'explique. Dans le stage sur la musculature, justement, ça m'arrive souvent dans l'analyse qu'on fait du cheval à la fin avec les stagiaires, qu'on me dise, ah bah lui, il est très dissymétrique. Du coup, pour remuscler le postérieur droit, par exemple, je vais demander au cheval de faire des cercles à gauche, comme ça, il pousse plus fort sur son postérieur droit. ouais, Ça, grave erreur en réalité, parce que le cheval est beaucoup plus malin que vous. Si le cheval a décidé de travailler quand même davantage sur le postérieur qui l'arrange, il le fera. Sauf si on est vraiment un excellent cavalier qui réussit à sentir comment travaillent les postérieurs de son cheval et qui, voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, pour un cavalier de loisir, club ou amateur, je conseille de travailler la symétrie sur de la rectitude où là, il n'y a pas de doute en fait. Si le cheval, il pousse plus à droite qu'à gauche, ben, on va le sentir parce qu'on va sentir les fesses qui partent à droite ou à ouais, gauche. Sur la rectitude, il n'y a pas de doute. Donc, travailler la symétrie, c'est vraiment quelque chose qui est très très fin. Et d'ailleurs, si je peux faire une petite recommandation, euh, il y a une cavalière qui fait de la valorisation, il me semble, qui s'appelle Émilie Ayot ouais. et qui est vraiment archi calée en biomécanique. Moi, j'avais eu l'occasion d'être auditeur libre sur un de ses stages, qui Mm. est vraiment archi passionnante. J'aime bien dire que c'est mon idole. Elle avait fait une petite conférence justement sur la dissymétrie des chevaux, de comment est-ce qu'on peut la remarquer, comment est-ce qu'elle la travaille, etc. Et vraiment, c'est passionnant. Donc, si vous avez l'occasion d'aller faire un stage avec elle, vraiment, ça vaut le coup. Ouais. Ah ouais, c'est super intéressant. Parce que, enfin, moi, enfin, elle m'inspire beaucoup, cette dame-là. J'ai pas eu la chance d'aller faire de stage chez elle, mais tous les contenus que je vois sortir ou avec elle, je les trouve vraiment passionnants. Et je trouve il y a pas longtemps, elle s'est exprimée au micro j'ai perdu le nom, mais elle a répondu à une interview où justement elle disait qu'en ce moment elle a un bon cheval et j'adore parce que elle a un très bon cheval pour faire du concours qu'elle veut valoriser parce que il est entier, du coup, enfin c'est un étalon même je pense, et elle veut le valoriser parce qu'un étalon ça se valorise et que en dressage de haut niveau par exemple, pour présenter ton cheval, tu as obligation de mettre la bride et elle disait, je suis hyper embêtée parce que moi, mon cheval, il est super bien enfilé et je vois pas pourquoi je vais lui mettre deux morts dans la bouche sous prétexte qu'on estime que, elle le dit Il pas comme faut ça, faire mais en bien. gros, on estime que c'est meilleur cavalier quand tu mets la bride à ton cheval, et ouais, c'est super intéressant. Mais du coup, tu vois, ça prouve aussi, et elle fait partie des gens j'espère qu'elle va réussir à vraiment aller dans des grosses épreuves avec son cheval parce que ça montre que bah, on peut aussi réussir à faire du gros niveau avec des chevaux à grosse capacité, à gros moyens, sans forcément mettre, nous, en face des outils trop coercitifs, quoi. Mais exactement, et c'est le point commun, par exemple, avec, il y a eu, ça a beaucoup parlé, je sais plus quel cavalier
avait gagné une épreuve avec un cheval sans muserolle, ou Julien Ouais, Epaillard quand il a décidé de déférer ses chevaux. Et en fait, tout ça, ça part de la compréhension de l'animal, en fait. ouais, Et de pas le forcer à être dans une nature, à être dans une nature dans laquelle il n'est pas, mais juste de valoriser ses compétences à lui comme elles sont. Et parce qu'on comprend comment il fonctionne, alors on sait comment le pousser à son maximum, en fait. ouais, 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 carrément. Ok. Et j'ai une autre question qui m'est venue tout à l'heure quand tu disais regardez vos chevaux fonctionner. Un cheval est forcément dissymétrique, enfin, ou asymétrique. Euh, Moi, une question que j'ai souvent, c'est à partir de quand on s'inquiète? Parce que quand tu vois, quand tu développes ton œil, à un moment, tu vois des détails, des micro-détails. Et en fait, c'est pas parce que ton cheval, il fonctionne pas parfaitement pareil de droite et de gauche qu'il est forcément mal ou quelque chose. Donc, pour toi, à partir de quand est-ce que on s'inquiète? C'est compliqué comme question. Ouais, Je pense que déjà, quand c'est- je pense que déjà, à partir du moment où on arrive à un ralentissement de la progression à cause de la symétrie, ouais, déjà là, c'est un problème. mm, S'il y a des exercices qu'on arrivait à faire des deux côtés et que au bout d'un moment, on n'arrive plus à les faire des deux côtés, là, ouais, on s'inquiète. Si après, juste truc tout bête, mais quelqu'un qui n'a pas une main très éduquée ni un regard très affûté, si monsieur et madame tout le monde est capable de voir que le fessier droit de Kiki, il est beaucoup plus gros que le fessier gauche, là, ouais, pareil, on s'inquiète. C'est normal qu'il y ait une petite différence, qu'elle soit flagrante, c'est flagrante. Qu'elle soit flagrante, c'est pas normal par contre. ouais. Euh, S'il commence à y avoir, en fait, les muscles, on peut les adapter en quelques semaines. Donc, si Ok, jamais on travaille de manière asymétrique le cheval pendant quelques semaines, au bout de quelques semaines, on va pouvoir l'observer. ok. Quelques semaines, ça va de une semaine à 6 semaines, hein. Ouais, c'est ce que j'allais C'est pas dire, ouais. genre 3 semaines systématiquement, hein. C'est Ouais, très variable d'un cheval à l'autre. ok. Par contre, quelque chose qui prend énormément de temps à s'adapter et du coup à se rééquilibrer dans l'autre sens, c'est les pieds. Donc, si les pieds commencent vraiment, par exemple, si on a pardon, si on a par exemple un antérieur gauche qui commence vraiment à s'évaser, à s'aplatir, etc., c'est peut-être que le cheval, il commence à prendre beaucoup trop en charge sur son antérieur gauche et qu'il va falloir essayer de le rebasculer de l'autre côté. Mm. Ok, cool. Donc en gros, c'est dans la, ouais, dans la durée plus qu'on sait dire si c'est vraiment problématique ou pas, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. sauf Et s'il puis, y a quelque chose de flagrant. oui, c'est ça. C'est que par exemple, moi, quand je suis en consultation, je vais m'inquiéter si par exemple, je demande une incurvation gauche au cheval, juste sur son rachis thoracique, par exemple, juste je demande à son garrot de faire une incurvation gauche et qu'il me la fait très bien, et qu'à droite, c'est vraiment, vraiment difficile, mais que j'ai pas de problème articulaire, que c'est pas un muscle qui est tout contracté parce qu'il y a une contracture et que du coup, ça le retient, mais que c'est vraiment l'asymétrie des muscles. Là, je vais prévenir le cavalier que le cheval, il est vraiment très asymétrique et qu'il va falloir dans son travail qu'il fasse gaffe à ça parce que à terme, déjà, lui, il va plus parvenir à ses objectifs en tant que cavalier parce que le cheval sera limité par son asymétrie, mais aussi parce que le cheval va surfonctionner sur son diagonale préférentielle. Ouais, ok, cool. Super intéressant. Et du coup, on parle de, là, on parle un peu de technique, tu vois, d'exercice à cheval, d'équitation. Euh, Est-ce que tu crois que quelqu'un, parce il y a une partie des auditeurs qui sont de très bonne volonté, mais pas très bons cavaliers. Euh, à ton avis, est-ce que ces personnes-là peuvent améliorer ou du moins pas détériorer leurs chevaux? Et pourquoi? Enfin, et comment, je veux dire. Absolument. Si je prends juste l'exemple de mon stage, par exemple, étant donné que moi, j'ai pas de diplôme de moniteur, je peux Ouais, pas demander à ce que le cheval soit monté pendant la séance. Je peux pas faire une partie théorique et ensuite dire aux stagiaires, allez, hop, à cheval, et puis on fait les exercices qu'on a vus.
je peux pas le faire. Donc, Ouais, il a fallu que les cavaliers puissent reproduire tout ce que je disais à pied. Et en fait, moi, en tant que ex-cavalière, puisque maintenant je monte plus du tout à cheval, il fallait que moi aussi, je trouve pour mon cheval qui est au pré, avec actuellement de l'herbe jusqu'au jarret, ouais, il fallait que j'arrive à trouver des exercices qui se font à pied et qui me permettent de le muscler correctement. ouais. Et pour pas qu'il devienne un gros lardon cheval de pré qui va vieillir avec son obésité morbide. Ouais. Donc, il fallait que j'arrive à trouver des exercices. Et en fait, tout est une question de régularité et de connaissance de la biomécanique, encore une fois. Si on est régulier et qu'on connaît bien la bioméca, tout ce qu'on fait à cheval, on pourrait le faire à pied, en fait. Ouais. Donc, si on n'est pas bon cavalier et qu'on le sait, et, bah, et que si vous prenez aussi plaisir à faire des choses à pied avec votre cheval, travaillez à pied. Et aussi, il y a toute une notion d'apprentissage. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus, où j'introduis souvent mon stage en disant, vous allez vite comprendre que tourner en cercle dans une carrière, ça sert à rien pour muscler un cheval. Parce que factuellement, ça sert à rien pour muscler un cheval. Mais par contre, ça peut servir à d'autres choses, c'est-à-dire tous les processus d'apprentissage. Si on cherche à travailler la réactivité du cheval à la jambe, si on cherche à améliorer son contact avec la bouche, etc., le cercle dans une carrière, ça peut être un outil. Mais pour la musculature du cheval, ça ne Ouais, sert c'est absolument à utile. rien. C'est ça. Et en fait, pour un cavalier qui va être débutant ou pas forcément très compétent, avec des guillemets, sur son cheval, s'il veut pas faire de bêtises, mais s'il veut apprendre des choses avec son cheval, rien ne l'empêche de se former en travail à pied, que ce soit par des méthodes d'équitation classique de travail à l'épaule ou par des méthodes de horsemanship, de herpus, etc., et tout ce qu'on peut Mm. voir en travail à pied, pour apprendre à son cheval à pied, être assuré que le cheval sache le faire à pied, transférer les codes pour le faire à cheval. Et auquel cas, si le cheval sait le faire à cheval, c'est tout de suite, enfin, c'est le faire de lui-même, c'est tout de suite plus facile derrière pour le cavalier de le faire. Ouais, Ça évite de faire des grosses bêtises qui peuvent être traumatisantes tant pour le physique que pour l'apprentissage, que pour le mental du cheval. ouais. Ok. Typiquement, le piaffe, personne ne l'apprend monter à un cheval. On l'apprend toujours en étant à côté du cheval, à le faire piaffer. Et ensuite, une fois qu'il sait faire ça, on transfère les codes pour être capable de le faire à cheval. Bah ouais. En Et même en temps, fait, ouais. tout Puis à pourrait fait être avec fait un comme sac à ça. dos tout de suite, c'est chaud, quoi. Tout pourrait être fait comme ça, en fait. Ouais, Plutôt que d'essayer de tordre son cheval dans tous les sens pour lui apprendre à en appuyer. Bah, en fait, si on lui apprenait à cheval sans avoir à gérer nos erreurs parce qu'on ne s'est pas bien demandé, ce serait tout de suite plus facile. ouais, 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 non, carrément, carrément. Et du coup, ça m'intéresse là ce que tu dis parce que donc toi, tu as arrêté de monter à cheval euh, pour des raisons qui te sont propres, pas des raisons de santé, ni des raisons vraiment de santé de ton cheval. Mais du coup, c'est super intéressant parce que tu travailles quand même ton cheval à pied. Ouais. Pourquoi? Déjà parce que donc il s'appelle Trésor, mon cheval. C'est un Ouais, trotteur de 16 ans que j'ai eu quand il avait 2 ans et demi. Donc vraiment, c'est le cheval de ma vie et je suis l'humaine de sa vie. ok, Et c'est un cheval qui est très demandeur au niveau relationnel avec ouais, l'humain. Euh, et donc, quand j'ai arrêté de monter, en fait, j'ai arrêté 2 fois en réalité. J'ai ok, arrêté quand je suis entrée en école d'ostéopathie animale, j'ai arrêté de monter à cheval parce que j'apprenais trop de choses sur le corps et trop de contraintes qu'imposait l'équitation. Et je me suis dit, ah non, mais c'est pas possible, je veux pas forcer mon cheval à vivre tout ça. ouais, Donc, j'ai arrêté du jour au lendemain de monter ouais, dessus. Et en fait, la réaction qui s'est faite vraiment instantanément, c'est que il faisait la tronche. ouais, Vraiment, j'allais le voir au pré, il venait plus me voir. Il devenait agressif avec les autres chevaux, mais il devenait même agressif avec les autres humains qui venaient au pré, à en être dangereux, à charger la colocataire du pré. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais c'est dingue. Et en fait, moi, je venais juste, je lui faisais des pansages, je l'emmenais brouter, et puis voilà quoi. ouais, Et en fait, bah, il m'a clairement dit que ça ne lui convenait pas. ouais,
Petit à petit, j'ai pris un peu de recul sur tout ce que j'ai appris dans mes premières années d'ostéopathie et j'ai commencé à remonter à cheval. J'ai refait un petit peu de concours, etc. Et puis là, en fait, à force de voir tous les chevaux malheureux que j'ai pu voir pendant mes consultations, tous les chevaux ne le sont pas, mais j'en ai vu quelques exemples qui m'ont dégoûté. C'est vraiment, tu sais, j'aime bien prendre la comparaison avec les abricots. Je m'explique. J'adore le goût de l'abricot, j'adore les jus d'abricot, etc., les tartes aux abricots, il n'y a pas de problème. Quand on a un sac d'abricots, on ne sait jamais si on va tomber sur qui est hyper acide, horrible et qui te reste en bouche toute la journée, ou Ouais, sur l'abricot super sucré et hyper bon. ouais, Et en fait, je déteste tellement le goût des abricots acides que je préfère ne plus manger du tout d'abricots que de prendre le risque de tomber sur un abricot acide. ouais, d'accord. Voilà. Et donc, mais c'est pas du tout la majorité des abricots qu'il y a dans le commerce. Et ben, c'est exactement le problème que j'ai rencontré en clientèle, en fait. Ok, De me dire que je vais tomber sur des propriétaires qui sont des abricots acides et j'ai pas envie de prendre ce risque-là. ouais, Et au point que, en fait, ils m'en ont dégoûté. Ils m'ont dégoûté de monter mon cheval parce que je me disais, ah non, mais je suis pas objective, il aime pas ça, ouais, c'est pas possible, je peux pas lui imposer ça, ça se trouve, lui, il a pas du tout envie. Et vu que juste il est gentil, il me dit rien, mais est-ce que j'ai déjà écouté son consentement un jour? J'en sais rien. Et donc, c'est ça, moi, qui m'a fait arrêter de monter à cheval. Par contre, je voulais pas retomber là où on était tombé dans mes premières années d'ostéo et qu'il redevienne agressif et qu'il soit pas heureux. Moi, l'objectif, j'arrête de le monter pour qu'il soit le plus heureux possible ouais, et qu'il puisse s'exprimer en tant que cheval, etc., etc. Du coup, pour que malgré tout, il continue à avoir une activité avec moi, on fait énormément de balades à pied. Alors, c'est de la balade à pied avec du trot pour qu'il reste un petit peu en forme, ouais, parce que son alimentation n'est pas euh, adaptée à l'activité physique qu'il a. ouais, S'il avait une alimentation parfaitement adaptée à ses besoins de cheval au pré, j'aurais pas besoin de lui demander autant en réalité. Parce ouais. que Et là, il mange trop. Enfin, en gros, voilà, c'est il mange ça, trop riche, quoi. c'est ça, c'est beaucoup trop riche l'herbe qu'il a et que si je fais rien, bah, il va finir obèse, fourbu, SME, j'en sais rien. Ouais, Mais j'ai pas envie de me retrouver avec des problèmes de santé comme ça. ouais, Donc du coup, peut-être que c'est moi qui me sens obligée de le faire travailler à pied, mais dans tous les cas, c'est du travail à pied en liberté ou en licol. ouais, Et quand lui, il en a marre, ben, il s'en va. Et puis voilà, et ça reste toujours en fonction de ce qui l'intéresse. Il n'a pas envie de faire tel exercice aujourd'hui, on ne fait pas. Moi aussi, des fois, il y a des jours, j'ai pas envie de faire ma compta, je la ferai un autre jour, c'est pas grave. Et encore, le pire, c'est que moi, je vais être obligée un jour de faire la compta. Si lui, il veut pas me faire de session par aspiration, c'est pas grave. Il n'y a ouais, vraiment aucun enjeu au fait qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, si ce n'est mon ego. ouais. Donc, voilà. Mais Euh, pour le coup, en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est parfois on a aussi les deux extrêmes, tu vois, les gens qui montent à cheval beaucoup, qui ont des chevaux pour faire de la compétition 5 fois par semaine, blablabla, et qui sont persuadés que si ils arrêtent leur cheval ou qu'ils ralentissent, leur cheval va devenir malheureux. Et en fait, j'aime bien ce que tu dis parce que ça montre que euh, il y a aussi d'autres gens qui partent du principe que si tu travailles un cheval, tu le rends malheureux ou tu le détériores. Et en fait, les deux sont pas vrais. C'est une histoire de juste milieu et aussi à prendre en compte en fonction de notre propre cheval, de la façon dont il est, l'interaction qu'il a avec les humains. Parce qu'effectivement, comme toi, Trésor a l'air d'avoir, il y a des chevaux qui ont besoin d'interaction humaine, quoi. Et mais si tu les exactement. laisses du jour au lendemain et tu crois que tu vas faire leur bonheur parce que tu les laisses avec 10 copains dans le fond d'une pâture, mais en fait, ils dépriment à mort, quoi. Mais exactement. Et puis, c'est aussi parce que Trésor, il m'a toujours connu, le voir tous les jours et Ouais, avoir ses carottes et avoir des gratouilles, etc., etc. Donc forcément, si du jour au lendemain, je viens plus pendant un mois, bah oui, je comprends qu'il se questionne parce que ouais, ça fait 14 ans qu'il me côtoie tous les jours, de toutes les semaines, de tous les mois, de toutes les années. Donc, ouais, si ça s'arrête, il comprend pas pourquoi. Et puis, en réalité, oui, même un cheval de haut niveau
même pas forcément de haut niveau, mais un cheval qui sort en concours tous les week-ends, etc., on pourrait se dire, ah, sa vie de cheval fait pas rêver quand même. Bah oui, peut-être que si demain on le met au pré, même avec tous les copains du monde, dans le meilleur univers de cheval du monde, bah oui, peut-être qu'il va déprimer, parce que les chevaux, c'est des animaux qui sont hyper routiniers, en fait. Ouais, Et que la transition entre, euh, typiquement, j'ai un cheval actif et je mets mon cheval à la retraite, parce que c'est souvent le cas qu'on rencontre, il faut qu'elle soit progressive, parce que si on brise la routine du cheval, bah lui, il comprend plus, il perd ses repères, il a justement besoin de repères. Et l'exemple le plus flagrant, c'est les chevaux de Poney Club. C'est vraiment, ils ont la pire vie de cheval qui puisse exister dans certains clubs, là, dans certains clubs usines, ouais, ils ont 60 chevaux, les poneys, ils font 6 heures de cours le mercredi. Ces chevaux-là, ils sont pas heureux dans leur vie de tous les jours. Pourtant, le jour où on les met à la retraite, bah, il leur faut quelques mois avant d'être heureux ouais, parce qu'ils sont plus au box, donc ils sont plus dans leur petit cocon sécurisé. Il y a plein d'autres chevaux autour d'eux qui peuvent potentiellement les agresser à n'importe quel moment parce qu'ils n'ont jamais été habitués à être en troupeau. Leur mm, alimentation, elle change du tout au tout parce qu'ils se retrouvent avec de l'herbe alors qu'avant, ils avaient juste des floconnés 2 fois par jour. ouais, Donc, forcément que si on passe en fait, n'importe quel changement dans le rythme de vie du cheval peut amener à ce que le cheval soit moins heureux que ce qu'il était avant, même si avant, ça paraissait moins bien que ce qu'on lui offre. ouais. C'est Tout est super une question de intéressant, ouais. transition. Ouais. J'ai eu le cas, moi, en stage aussi, d'une dame qui avait un AQPS, donc réformé des courses, et à qui elle a offert, enfin, en fait, elle pensait qu'elle avait offert la vie de rêve, effectivement, une vie de troupeau où il avait juste, entre guillemets, un abri. Et en fait, en discutant, donc moi, on revient aux besoins fondamentaux du cheval au tout début du stage, où je parle de manger, boire, se reposer, avoir des contacts sociaux et bouger. Et en fait, donc on parle du sommeil, des 3 façons de dormir. Un cheval dort debout, un cheval dort couché en vache et un cheval dort couché de tout son long. Et en fait, elle s'est rendue compte quand je lui ai dit, enfin, quand on parlait de ça, que ben, en fait, son cheval, depuis qu'il avait la vie soi-disant de rêve, elle l'avait jamais vu coucher de tout son long, alors qu'elle les a devant sa fenêtre, tu vois. Et elle me dit, putain, mais maintenant que tu le dis, la seule fois que je l'ai vu coucher comme ça, c'est la fois où il a été enfermé parce que boiterie. Et du coup, on l'a mis au box pendant 5 jours. Et ben, c'est les seules fois où je l'ai vu coucher comme ça. Et du coup, elle me dit, putain, mais en fait, je crois que mon cheval, il a besoin d'être enfermé pour se sentir en sécurité. Et du coup, s'abandonner à dormir, tu vois. Et c'était super intéressant parce que on fait parfois tu vois, plein de raccourcis, nous, en tant qu'humains de la vie de rêve d'un cheval, c'est ça. Et du coup, on met nos chevaux dans ces conditions-là, mais parfois, il y en a à qui ça va pas du tout, quoi. Mais ouais, en fait, c'est juste une question de transition la plupart du temps. Est-ce que, Ouais, par exemple, si ce cheval-là, on l'avait mis avec déjà en pré-box, comment est-ce qu'il réagit quand il est en pré la journée, mais en pré tout seul? ouais, Ensuite, on peut le mettre avec un box à disposition ouvert en permanence sur un petit paddock et c'est lui qui gère est-ce qu'il est au box, est-ce qu'il est au paddock. Ensuite, faire la même chose, mais la journée, il est en troupeau et la nuit, il est tout seul dans son box, etc. Et introduire progressivement pour que au début, ils disent, ah ben, ok, je suis en hyper-vigilance tout le temps, mais c'est pas grave parce que cette nuit, j'ai mon moment de repos. Et puis, ouais, petit à petit, il va nouer des liens avec les autres, puis se rendre compte que, ah oui, finalement, le box, il m'est toujours accessible. Et puis après, en fait, les autres, ils sont sympas, etc., etc. Et c'est ouais, exactement la même chose que, et en général, c'est marrant parce qu'on a plus de facilité à comprendre cet exemple-là, le fait de passer ferré à pieds nus. C'est que souvent, quand on dit, OK, je vais déferrer mon cheval, et ben, on enlève le fer, et puis c'est bon, le cheval est déferré, quoi. Un coup de râpe, et puis ah, terminado. Mais en fait, évidemment que le cheval, il va être boiteux parce que toute sa vie, il a été ferré. Et il y a combien de personnes qui vont dire, ah ben non, vous voyez, mon cheval, il est boiteux, donc c'est qu'il peut pas être pieds nus. Non, ouais, mais toute sa vie, il a été ferré. Nos ancêtres, ils marchaient sur des cailloux sans chaussures. Toi, ouais, vas-y, je te demande d'aller courir sur des cailloux sans chaussures. Bah oui, tu boites, puisque tu as eu ouais, des chaussures toute ta vie. ouais, Donc forcément, ton pied, il n'est pas habitué à toutes ces stimulations-là. Mais ça, il faut que le corps il s'y fasse, comme il faut que le mental s'y fasse. Et c'est vraiment pour moi juste une question de transition, en fait. ouais. Ok, super intéressant. Écoute, je pense que ça fait plus d'1 heure qu'on discute. Un Et petit donc, peu. ouais, je te remercie de ces échanges. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine?
Bah déjà, je tiens à te remercier de m'inviter sur ton podcast. C'est Bah, très avec grand chouette et plaisir. félicitations pour tous ces épisodes. J'avoue que je les ai pas tous écoutés, mais ceux que j'ai écoutés, vraiment hyper intéressants. Donc, Merci. merci à toi de contribuer à ouvrir l'esprit du monde du cheval. Donc, Ah, c'est trop, c'est trop cool. chouette. Je te Et remercie. puis, et merci pour tous ces échanges aussi qui sont hyper intéressants pour moi aussi. Je me suis posé des questions que je ne m'étais pas posées avant. Donc, la preuve, voilà, on Ouais, avance tous ensemble. Donc, c'est hyper chouette. c'est cool. Euh, Et j'ai et une... ouais. Vas-y. J'ai juste une dernière question à te poser. C'est une question un peu rituelle que j'aime bien poser. Euh, en gros, c'est juste une demande. Est-ce que tu aimerais entendre quelqu'un de particulier sur ce podcast? J'aimerais bien entendre, je peux te donner plusieurs noms et tu choisiras celui que tu veux. Ouais, vas-y. J'aimerais bien entendre Agathe Sensal, qui est connue sur Instagram sous le nom de Agathe Tenka, Ok. qui fait du R+, et du clicker trading. Ouais. Et c'est avec elle que j'ai fait un stage il n'y a pas longtemps et ça m'a ouvert le champ des possibles de ce que je pouvais faire avec Trésor et peut-être presque donné envie de remonter à la cheval. Waouh. Donc, ouais, elle m'a dit de toute façon, je ne lâcherai pas tant que tu ne seras pas remonté pour que tu vois que c'est possible, un cheval qui a envie, etc. Donc, elle, ce serait vraiment hyper intéressant de discuter avec elle. Sinon, si tu veux continuer sur l'axe des formations, Alexis Cosma, qui est ostéopathe et instructrice de dressage, Ok. hyper intéressante aussi. Et puis une dernière pour la route, Angélique Descarpentries, Ah ouais, bah ouais. qui est ingénieure en nutrition et qui est passionnante. Ok, cool. Et ben, je prends ces trois noms et je les contacterai sûrement. Cool. Dernière question, mais qui va peut-être. J'ai dit dernière question déjà, la question Oui. d'avance, désolée. Vraiment dernière question. Qui elle est vraiment le rituel, mais qui va peut-être te demander de te poser justement une question. C'est que si tu devais, toi, résumer l'équitation en un mot, qu'est-ce qu'il serait? En un mot, Ouais. Qu'est-ce que c'est l'équitation pour toi? je dirais juste sport. Ok. Parce que je peux justifier un petit peu ou c'est vraiment juste un mot. Vas-y, vas-y. Juste sport parce que vraiment, moi, quand je pense équitation, je pense pas relation avec le cheval, Ouais, je pense pas harmonie, je pense vraiment sport, ouais. compétition, gain, etc. Ok, bah écoute, je te remercie, Émilie. Merci à Et si toi. les gens veulent, les gens qui ne te connaîtraient pas encore, qui écoutent ce podcast, veulent te retrouver, vers quoi je les redirige? Eh bien, vers principalement Instagram, Ok, donc sous le nom Millipat, ouais, et sur YouTube où je fais des vidéos de vulgarisation. ok, cool. Et ben je mettrai les liens en commentaire de cet épisode. Et puis, bah, à nouveau, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Salut. Et voilà, c'était l'épisode qu'on a enregistré avec Émilie. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu as appris des choses, peut-être que comme moi, tu as appris ce mot de tenségrité. Ce que j'aime dans cet épisode, c'est qu'il vient vraiment confirmer et appuyer sur le fait que ce qui est important pour devenir propriétaire d'un cheval et un propriétaire averti, c'est de se connecter à notre capacité d'être curieux et surtout de ne jamais arrêter d'apprendre, peu importe là où tu en es aujourd'hui. Le top avec le cheval, c'est qu'il peut être vu soit comme un vrai challenge, soit une super occasion de nous faire apprendre en permanence et pendant longtemps, voire pendant toute notre vie. Alors, peu importe où tu en es, je crois que cet épisode t'invite à apprendre, expérimenter, apprendre et expérimenter encore. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu et que le cœur t'en dit, je te laisse mettre 5 étoiles et ou le commenter sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Et si tu veux être mis au courant des prochains épisodes, tu peux aussi t'abonner. Et moi, je te laisse et je te dis
à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!